Thank you all for rejoining us today for the second day. Merci tous de nous avoir aujourd'hui pour le deuxième jour pour construire les solidarités. Et puis, je suis étudiant en droit à l'université. J'espère que vous avez eu la possibilité de vous reposer et de penser, de réfléchir, parce que hier, c'était une journée occupée. Je vous parle aujourd'hui à partir de Montréal. Et cette terre a une longue histoire et significative pour les gens d'origine asiatique, ainsi que les personnes indigènes. Et en plus, aujourd'hui sera virtuel dans la ville de Toronto. Et nous parlons des personnes indigènes, les différents petits groupes indigènes sur le territoire canadien. Et nous voudrions arriver à un moment où nous pouvons comprendre tous et arriver à et que toute l'équipe puisse s'entendre. Donc, connaître l'histoire, ça ne suffit pas. Et l'équipe voudrait inspirer et entraîner des actions pour les personnes indigènes avec lesquelles nous partageons cette terre. Nous devons reconnaître aussi que les personnes indigènes au Canada et qu'ils ont été des pionniers dans cette terre et c'est un prérequis. Donc, nous voudrions vraiment exprimer la solidarité et l'engagement en cette journée. Cette journée sera inclusive et nous recommandons certains plans d'action. Et nous ne voudrons pas des politiques qui divisent. Et nous voudrions que les gens viennent ensemble pour apprendre et partager. Et la meilleure façon de comprendre les choix, c'est en demandant des questions et avoir soin de nous-mêmes et des autres et prendre soin de notre bien-être physique, émotionnel, spirituel. C'est comme ça que nous avons créé des soutiens de bien-être et vous pouvez avoir un lien par rapport à cela. Et nous avons aussi une salle de relaxation, une salle de bien-être. Et avant que nous ne continuions, j'ai quelques choses que je voudrais vous rappeler. Donc, il y a des interprètes français qui sont présents. Et si vous avez des questions, utilisez la boîte de discussion qui est en bas. Donc, le Forum national voudrait connecter avec les gens tout au long de la journée. Toutes les sessions sont enregistrées et seront disponibles. Et nous voudrions que que vous voyez les directives sur notre site Internet. Vous pourriez continuer la conversation sur la ligne et vous pouvez utiliser le hashtag anti-racisme. Si vous avez perdu des sessions hier et vous voudriez les temps saillants, allez sur le site de la faculté. Nous avons aussi des opportunités de réseau où les étudiants peuvent connecter les uns avec les autres et avec notre panéliste. Nous avons beaucoup de sessions pour aujourd'hui et vous pourrez avoir le lien dans le chat en ce moment et sur notre site web. Je voudrais introduire le maire de Toronto, John Tory, et il va parler de la solidarité et comment nous pouvons travailler ensemble. Salut, mon nom c'est John Tory, je suis le maire de Toronto et je voudrais vous dire bienvenue pour ce forum et nous sommes là pour bâtir des solidarités et j'ai vu de prime abord comment est-ce que le racisme peut avoir, quel impact ça peut avoir sur notre communauté, pas seulement en Toronto mais dans tout le pays. Le Forum national, c'est pour vraiment adresser cela au niveau
de l'éducation supérieure. Et c'est vraiment critique de bâtir une université, une éducation supérieure pour tous. Et nous savons qu'ils ont une conversation et au travers de ce travail pour vraiment bâtir de bons leaders pour demain. C'est pourquoi c'est très important d'avoir cette conversation ensemble. Merci à Ryerson University et à tous ceux qui sont impliqués dans cet événement. Si vous me demandez ce que ça veut dire bâtir la solidarité, c'est quel que soit votre groupe, que votre race, c'est de venir ensemble pour entraîner des changements et reconnaître les réalités, qu'il y a vraiment un racisme contre les Asiatiques et puis agir dessus. C'est une action collective au sein de la communauté et même le gouvernement doit écouter et apprendre de cette conversation et même prendre de nouveaux engagements pour apporter mon aide. Et le secrétaire aussi, il est engagé pour cela, pour aider à apporter un changement. Et l'Université Ryerson est un grand exemple pour développer un plan d'action pour développer l'antiracisme. Donc, nous espérons que nous allons continuer de travailler ensemble en solidarité. Je vous remercie. I'm now delighted to introduce today's keynote speaker. Et je voudrais introduire notre orateur principal, Dr. Elle est professeure associée d'anglais et de pensée sociale. Elle est aussi conseillère des facultés dans le programme à l'université et ses recherches sont axées sur les Asiatiques et les cultures indigènes et les problématiques de couleur. Elle est aussi auteure de Bâtir le capital et du capitalisme et elle a coécrit un livre sur le race critique. Et nous sommes contents de l'introduire et sans autre forme de procès, nous voulons l'introduire maintenant. Thank you very much, Connor. Merci beaucoup, Connor. Je voudrais vous dire merci aux organisateurs, surtout Gisèle et Jessica Torono et Gabriel Tufo qui m'ont invité à cet événement. Et je voudrais commencer par reconnaître que mon institution s'assoit sur le territoire ancestral des Negma et des Panon de l'Est et du sud et de l'ouest et les Akenani viennent du nord. Je suis vraiment reconnaissante de venir de cette région et d'avoir l'opportunité de vivre et d'apprendre sur cette terre. Ma remarque, c'est à propos de la problématique des Asiatiques. Et j'ai vécu aux États-Unis et je voudrais contribuer à cette discussion concernant les sexes et le genre et les personnes de couleur. Et comment est-ce que les Noirs aussi peuvent attaquer les Asiatiques et ça a circulé sur les médias et sur les médias sociaux. Donc, beaucoup de mes points peuvent être étendus à la communauté parce que le gouvernement a enregistré des incidents contre les Asiatiques aux États-Unis, de sorte que Vancouver aussi a été labellé crime contre les Asiatiques aux États-Unis. Donc, il y a un hashtag arrêter la haine contre les Asiatiques est en train de circuler vraiment pour arrêter la violence contre les Asiatiques, surtout à cause de la pandémie. Il y a 6 femmes asiatiques en Atlanta qui ont été tuées et cela a accumulé beaucoup de vidéos qui sont allées virales où il y a beaucoup de policiers qui tuaient les Noirs. Et tout cela aussi contre les Noirs, contre les Asiatiques. Et puis c'est facile de dire que ça entre dans le cadre de la suprématie blanche. Il y a les vidéos des Noirs aussi qui
s'attaque aux Asiatiques et on en parle aussi dans la narrative. Et ça fait que ça devient un stéréotype, comme si les Noirs étaient ceux qui agressaient les Asiatiques. Généraliser sur la suprématie blanche ou bien... Et puis ça peut vraiment déranger la structure qui est ancrée dans le capitalisme. Donc, je voudrais argumenter que comprendre vraiment la problématique raciale est vraiment important pour déterminer notre réponse collective. Ainsi, mon but, c'est de définir la spécificité de la définition de l'asiatique comme pas contre les Noirs. Dans le fait qu'il y a un racisme contre les Noirs ou contre les Asiatiques, c'est comme s'il y a une différence entre les races. Alors, le capitalisme voudrait l'égalité et l'équité. Et cela, vraiment, ça se caractérise par une réaction qui n'est pas habituelle. Et l'idée de l'infériorité biologique ne tient pas debout. Et les Chinois sont arrivés aux États-Unis quand il y avait des problèmes sociaux compte tenu de l'abolition de l'esclavage. Et il y avait des débats pour la liberté de travail et les Chinois sont arrivés et on les a mis dans un paradoxe classique et on les appelait New Non-John. Et il y avait un problème dans la société qui faisait qu'on voulait maintenir les mauvais côtés de l'esclavage. Et les Chinois sont arrivés dans ce contexte-là et leur façon d'être efficace dans leur façon de travailler et ça devait déranger la norme de la façon dont les Blancs travaillent. Donc l'humanité des migrants chinois a été réduite à une fonctionnalité économique compte tenu de la force de travail. Et donc, en considérant la façon dont ils travaillaient. Donc, compte tenu de la liberté et l'esclavage, ça a été constitué sur un terrain neutre de Noirs et de liberté. Donc, les Chinois aussi ont eu un caractère qui n'était pas, qui a été caractérisé par la source de la perversité des Chinois n'est pas conforme par rapport aux normes blanches et a été vue comme l'inefficacité chinoise et ce n'est pas déterminé par la procréation, la cause le fait que les Chinois ne reproduisent pas comme ils devraient et puis c'est l'homme qui assume la reproduction des enfants. Et le fait que les Chinois aussi, ils menacent la valeur du travail, donc le caractère fondamental des Chinois établit le fondement sur lequel les Asiatiques sont associés aux valeurs destructives du régime. Donc, les migrants chinois ont été vus comme des rats pestilents, comme s'ils étaient dépravés culturellement. Et le fait que les Asiatiques représentent les étrangers comme un ennemi invisible que Trump toujours avait l'habitude d'évoquer à ses briefings de presse. Donc, la construction populaire des Asiatiques qui évoque l'instabilité, le mystère et puis la tromperie, ça suggère que la substance négative des Asiatiques comme les maladies ne sont pas représentées. Et c'est ce que je voudrais souligner. C'est vraiment l'opposé d'être noir a été
vu comme biologique et internellement biologique. Donc, l'exclusion économique des Noirs a été vraiment a été intentionnelle. Et le fait que les Chinois ont régularisé les gens et les reproductions et l'instruction et la ségrégation. Donc, ça a restauré la normalité de la reproduction blanche et le fait de contrôler les frontières aussi et de contrôler les enfants, les garçons, les filles. Tout cela a été, il y a eu des lois pour barrer même l'immigration des femmes, pour dire qu'elles viennent pour la prostitution. Donc, il y a les lois qui plaçaient un doute sur la moralité des femmes chinoises. Donc, comme si elles se prostituaient et jusqu'à prouver autrement. Et comme s'il y avait beaucoup de trafic sexuel pour les filles. Mais ça, ce n'était pas leur peur, mais comme s'ils devaient contaminer la race américaine, les Américains. Et on les voyait comme si les Chinois avaient la syphilis et devaient contaminer les Américains. Donc, c'est devenu comme un argument pour les exclure, pour exclure les Chinois. Et l'héritage a continué jusqu'à ce que les Blancs ont les assumptions que les Chinois ne méritent pas la protection. Donc, le fait de vraiment sexualiser les femmes chinoises est comme si les hommes chinois sont des pervers sexuels aussi. Il y a une stigmatisation et comme s'il y a des addictions, des choses comme l'addiction, les vices d'homosexualité. Et donc, comme s'ils sont dépravés, comme si la race chinoise est dépravée, on les voit comme des gens avec beaucoup de vices et les gens paniquent, ont une panique morale, panique économique qui les pousse à exclure les Chinois. Et il y a des lois contre les Chinois qui sont publiées. Et depuis au moins de cela un demi-siècle. Donc, c'est comme une menace abstraite. Comme si les Chinois devaient détruire ou démanteler l'économie de l'Amérique. Il y a comme le statut des Chinois, c'est comme s'ils ne sont pas éligibles pour être des citoyens. Et on se demande, mais c'est quoi leurs arguments? Et les Chinois sont toujours désavantagés parce qu'ils ne sont pas blancs et ils sont désavantagés parce qu'ils ne sont pas noirs. Donc, comme si les Chinois sont racistes, ils sont vus comme des gens très racistes. Il y a beaucoup de préjugés contre les Chinois, contre la civilisation chinoise, la civilisation culturelle. Et pour les Noirs, par exemple, après avoir aboli l'esclavage, cela a été constitué sur comme s'ils n'avaient pas d'origine nationale, et ça, c'était un problème. Mais pour les Chinois, il y a une différence de civilisation. Et il y a comme si les Chinois, c'est des barbares et qui ne sont pas civilisés. Et les Chinois sont exclus. Et il y a une façon de maintenir la suprématie blanche dans une échelle globale, mondiale. Donc, le fait que vraiment il y a un racisme contre les Asiatiques est vraiment fondamental. Et le racisme contre les Noirs aussi, surtout les gens aussi qui sont d'origine africaine, le fait qu'ils sont noirs, et on dirait que les Africains sont des criminels, et ça, ce sont des préjugés qui circulent, et comme si les Africains sont tous des criminels. En parlant en réponse de ce que Rodney King a dit, il a été comme membre d'une minorité africaine, pas membre de la diaspora africaine, par exemple.
La dimension globale de l'impérialisme américain a été disséminée et ça vient avec l'association des femmes américaines avec des femmes asiatiques comme des travailleurs sexuels. Pendant cette expansion de l'empire de l'américaine avec la guerre de Philippines, la guerre en Corée, au Vietnam, au Cambodge. Donc, le sexe était une façon de survivre pour les femmes asiatiques. Mais après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, dans les Pacifiques, les Philippines, il y a eu l'expansion aussi de l'industrie du sexe et il y a aussi l'industrie du tourisme sexuel. Donc, nous mettons en place une culture pour que les Asiatiques ne soient plus la victime des crimes sexuels, des viols. Cette culture de violence a été transportée aux États-Unis où l'espace est pour les Américains et que ça dérange les mariages sans et référant à la futilité de l'Empire asiatique, les Américains ont changé la société américaine en venant avec la culture asiatique et la vulnérabilité des femmes asiatiques qui étaient mortes et tuées en masse. C'était vraiment la dévaluation des femmes noires aussi et indigènes. Donc, la protection légale des femmes blanches n'est pas étendue aux Noirs ou aux femmes asiatiques. Et puis, le fait de violer, le statut de viol, c'était juste pour les femmes blanches et pas pour les femmes noires ou les autres femmes comme les Asiatiques. Dans la cour, le tribunal dans certains États, on dit que ce sont les blanches qui sont les victimes de viol et que les femmes blanches ne peuvent pas être violées. Et la loi protégeait juste les blanches. Donc, le fait que la misogynie et le colonialisme sont venus ensemble a été vraiment là pour exposer la vulnérabilité des femmes asiatiques. Même après le passage de la violence contre les femmes aux États-Unis, les crimes violents ont continué et c'était comme des lois locales et pas les lois nationales et il n'y avait pas de redevabilité quand on pouvait des crimes contre les Noirs ou les Asiatiques. Et le fait qu'il y avait des déviances asiatiques, les déviances sexuelles contre les femmes asiatiques, cela a été mis en œuvre par... et puis, il y avait des violences sexuelles contre les Asiatiques. Et l'immoralité sexuelle servait pour justifier la violence continuelle et la criminalisation. Malgré cette similarité historique entre les groupes raciaux, le gouvernement n'a pas vraiment donné juste une solution pour adresser cela. Donc, il y a des lois contre les crimes de haine, comme dans le cas de George Floyd, quand il y a eu et il y a la loi de COVID-19 contre les crimes haineux. Et au Canada, ça a été sujet à beaucoup de débats compte tenu des violences qui se sont tenues en juin. Dans la loi de George Floyd limite par rapport à certaines lois. Donc, il y a des millions de dollars qui ont été... il y a eu beaucoup plus d'argent vers les voix. Donc, la loi de George
Fjord, si ça réussit, va donner au moins 850 millions pour aider les gens qui sont victimes des crimes pour des propositions. Donc, cette loi, c'est vraiment une réponse par rapport à ce genre de situation. L'ironie tragique de la situation de George Floyd, aucune disposition n'aurait sauvé la vie de George Floyd. Donc, même si il a été tué par un officier de police qui s'est assis sur son cou pendant 9 minutes. Donc, il y a tellement de façons de tuer les gens. L'État de New York a dépensé 35 millions pour entraîner les gens. Comment ne pas asphyxier les gens? Mais ça n'a pas fait revenir George Floyd. Donc, il faut juste réduire le contact de police avec les gens de couleur. Ça, c'est la façon de limiter les crimes haineux. Et cette loi, c'est par rapport à la législation sur les crimes haineux et même la loi de réforme de la police n'aurait pas protégé George Floyd. Toutes ces lois ne protègent même pas les femmes asiatiques qui travaillent et qui stigmatisent l'industrie. Donc, toutes ces lois ne sont pas au bénéfice et même toutes ces coalitions qui sont créées. Et tout cela qui vient ensemble, ce n'est pas assez pour protéger les... Ils ont légalisé le travail sexuel comme une façon officielle pour aider les migrants asiatiques, ce qui n'est pas une solution. Et ils n'ont même pas reconnu qu'il y a précisément dans ce contexte que la police, avec les polices de frontières, les agents d'immigration continuent de mettre en œuvre des politiques contre les Asiatiques. C'est vraiment incrusté dans notre société capitaliste. Depuis le 19e siècle, surtout pour les hommes blancs, a toujours montré comme si le capitalisme, le côté romantique du capitalisme. Et plus récemment, la mobilisation contre les Asiatiques. Il n'y a pas de romantisme sur le fait de s'opposer au capitalisme. Donc, c'est vraiment une façon profonde de ne pas approcher de la façon dont il faut le capitalisme. Donc, contre la façon... C'est une façon de démanteler le capalisme. C'est les Juifs qui sont devenus les personnifications de ce capitalisme abstrait. Donc, en Amérique du Nord, il y a une façon, que ce soit dans les conflits contre le capitalisme ou la reconstruction aux États-Unis ou bien la monopolisation de l'agriculture par les Blancs ou l'industrie d'auto par les Japonais depuis le 18e siècle. Donc, il y a eu 40 ans de détérioration par les hommes blancs et il y a comme un déclin des relations quant au capitalisme et en plus le passage au Canada et qui favorise les immigrants pour investir dans les causes humanitaires a aussi renforcé l'identification des femmes asiatiques, le dynamisme
le dynamisme d'une société capitaliste. Pourrait aussi référer au flot du capitalisme. Maintenant, pour finir ce forum, nous aurons besoin d'arrêter l'Empire américain, punition criminelle et de chosifier le corps de la femme et la fin de l'économie qui est focalisée sur l'interdépendance ou bien ultimement la discrimination contre les sexes et contre la discrimination sexuelle et les solutions punitives qui vont disproportionnellement cibler les femmes. Donc, la COVID-19 a beaucoup à nous apprendre. Il est temps de regarder pour s'occuper des Canadiens. Merci beaucoup. Thank you, Dr. Day, for this powerful remark. Donc, merci, docteur, pour ces remarques très puissantes. Ça peut être très frustrant d'entendre la façon dont le racisme s'est agencé partout dans le monde et dans l'histoire. Mais j'espère que les conversations que nous aurons cette journée vont inspirer l'espoir et le changement positif pour l'avenir. Je vous donne la bienvenue à la deuxième journée de la solidarité pour l'antiracisme, le racisme anti-asiatique. Nous allons revenir dans 5 minutes et veuillez vous assurer de vérifier là où vous voulez aller, quelle séance vous voulez assister et nous sommes toujours là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup à Dr. Day et pour tout le monde de cette joie à nous. Nous vous reverrons dans 5 minutes. Merci.